Il est moins dur d'être pauvre aux États-Unis que dans le tiers-monde. Mais pour moi qui suis avocat, il est inacceptable que dans le pays le plus riche de toute l'histoire de l'humanité, des gens ne soient pas assurés d'avoir assez à manger pour le lendemain. Never been born. New York, quartier du Bronx. Sous le regard de la Vierge Marie, tous les matins, du lundi au jeudi, une soixantaine de personnes font la queue. Pourtant, la Hope Line, une des nombreuses organisations caritatives de New York, n'ouvrira que dans 1 heure. Chacun recevra un sac de denrées alimentaires. Les États-Unis comptent de plus en plus de pauvres. Paradoxalement, grâce aux baisses d'impôts sur les hauts revenus, l'économie connaît la plus forte croissance des 20 dernières années. Mais la reprise n'a pas encore généré de nouveaux emplois. D'après les critères du gouvernement, sur les 8 millions d'habitants de New York, 1 600 000 vivent sous le seuil de pauvreté, officiellement fixé à un revenu annuel de 17 000 $. Mais selon nos critères, qui sont plus réalistes, il faudrait au minimum 30 000 $ par an pour s'en sortir. Ce serait 2 à 3 millions de New-Yorkais qui vivraient sous le seuil de pauvreté. C'est-à-dire un quart à un tiers de la population de New York. À 9 h, les portes s'ouvrent. Tout le monde entre dans le calme et donne sa carte de bénéficiaire. Le nombre et les noms des enfants sont notés. Je ne perçois des bons d'achat dans les supermarchés que pour 20 $. Ça ne suffit pas pour un mois. Je n'ai pas de travail. J'ai vraiment besoin de nourriture. Je vis ici depuis 43 ans. Les gens comme moi sont l'épine dorsale de l'Amérique et on ne trouve pas de boulot. Je vous remercie d'informer l'Europe de ce qui se passe aux États-Unis. C'est un bon pays et je suis à 100% derrière lui. Mais nous avons besoin de plus d'aide. Cette distribution, ça vous aide? Oui. De combien avez-vous besoin? De combien j'ai besoin? De beaucoup. Je suis au chômage. Ma mère est âgée et elle ne peut plus m'aider. Ce que je perçois ici, ça m'aide à m'en sortir. Le temps de retrouver un travail ou une formation. C'est très bien de faire des nouvelles formations pour reprendre pied sur le marché du travail, pour ne pas être largué et survivre. Merci beaucoup. De rien. Salut. À vendredi. Il était une fois le Bronx. Les immeubles dévastés, les rues malpropres, les gangs, les meurtres, la drogue. Mais la réhabilitation est en marche et la police contient la violence. La ville meurtrière est devenue la ville morte, disent les gens d'ici. Déjà, de nouveaux habitants potentiels se manifestent, prêts à quitter Manhattan et ses loyers hors de prix. Johan est mère de 3 fils qu'elle élève seule. Elle fait partie de la nouvelle classe sociale américaine des working poor qui travaillent pour le salaire minimum. À New York, il est de 5,15 $ par heure. Cela suffit pour survivre, à condition d'être 2 à travailler. J'ai faim. Tu vas devoir attendre, d'accord? Il faut d'abord que je repasse au bureau. Selon les statistiques officielles du gouvernement, en 2002, 34 600 000 Américains vivaient sous le seuil de pauvreté, c'est-à-dire 1 700 000 de plus qu'en 2001. Johan travaille en tant que secrétaire chez les franciscains auprès de Père Stan, prêtre et chanteur. Il y a des avantages. Ses fils peuvent venir y faire leurs devoirs et passer ainsi le baccalauréat que leur mère n'a pas eu. Aux États-Unis, ne pas avoir son bac est synonyme d'une vie de misère. De combien d'argent disposez-vous par mois? Par mois?
Environ de 450 $. Et combien vous faut-il? Par mois, avec les factures, la nourriture et les vêtements, entre 800 et 900 $. Mais je ne les ai pas. J'achète environ pour 250 $ de nourriture, en espérant que ça suffira jusqu'au mois prochain. Quand ça ne suffit pas, il y a les organisations caritatives qui me donnent de la nourriture. Hopeline m'aide quand ça ne suffit pas. Sinon, je cherche des petits boulots chez les voisins. Du repassage, du nettoyage, du ménage pour un jour ou deux. Je demande 20 $ pour 2 jours. Vous savez, je trouve toujours du travail. Ça nous aide à nous en sortir. Valentina, l'amie de Johan, a longtemps vécu des allocations sociales. Elle a été droguée et alcoolique. Depuis quelques années, elle est à nouveau clean et elle veut se reprendre en main. Elle n'attend plus rien de l'État. Quand elle percevait des aides sociales, elle n'avait pas le droit de travailler, ce qui n'a fait que l'enfoncer un peu plus. Aujourd'hui, elle s'en sort avec des petits boulots, mais sans l'aide de père Stan et des frères franciscains, Valentina et ses enfants seraient perdus. J'ai cessé de demander les allocations sociales il y a 6 ans. Je n'en veux plus. Je ne veux plus ne rien faire. Je suis suffisamment inactive comme ça. Je veux un vrai travail. Je veux pouvoir rentrer chez moi tous les soirs, remplir mon frigo de nourriture et dire aux filles « Venez, on va au cinéma ». Tout ça, je ne peux pas le faire et c'est frustrant. C'est dur parce que même les gens qualifiés ont de gros problèmes pour trouver un travail. Moi, je me contenterai d'un boulot que la plupart des gens n'ont pas envie de faire. Nettoyer les salles de bain, les cuisines, faire le ménage dans un restaurant, débarrasser les tables. J'aime bien ce genre de boulot. Allez, tu peux pas réessayer ? Elle partage son appartement avec ses enfants et ses animaux. Le chien, les poissons, la grenouille, le chat et la tortue. Eux aussi, plus personne n'en voulait. Pour ce 3 pièces dans le Bronx, le loyer est un cauchemar. 1300 $. Chaque mois, j'en paie 206 $ de ma poche. Depuis que je n'ai plus de boulot, Père Stan me donne généreusement chaque mois les 206 $. Le reste, c'est payé par les allocations logement. Depuis des années, le gouvernement américain essaye de transférer l'aide aux plus démunis sur les églises. Une manifestation directe du conservatisme compatissant du président en exercice. Les églises, conscientes d'être le seul espoir des pauvres, jouent le jeu. Je suis obligé de le faire. L'argent que nous rapporte la musique et la vente des CD nous sert à soutenir des gens comme Johan, Valentina et beaucoup d'autres. Les gens achètent le CD, nous les rendons heureux avec la musique et avec notre livre. Et l'argent entre dans les caisses et en ressort tout de suite après. C'est très bien comme ça. Les gens pensent que je suis fou. Moi, je pense que c'est super. Forget about me because I love you. I wanna put you in my family and love you through a family community. You give your love free. That's the kind of family we gotta work to be. With the love from above, that's how a family is found. Through the problems and the pain, there's enough love to go around. Pray for all the people, give yourself and all you do. Forget about me because I love you. And that's right, now I'm talking about me and my brothers, the sisters and the cousins and the fathers and the mothers. It's the creed, it's the digger, him to the truth, he's on your back. The breakdown of the family's the devil's prime attack. You know when we're together in the bond that lasts forever. We stay strong, forget me wrong, walking the road that's hard and long. Pray for all the people, give yourself and all you do. Forget about me, because I love you. Nous sommes l'arrondissement le plus pauvre du pays. Ici, le taux de chômage est à 16%. C'est une zone très très pauvre. Combien faudrait-il d'argent pour en finir avec la pauvreté aux États-Unis ? Sans doute moins que ce qui a été dépensé durant cette guerre. Je n'ai aucun doute là-dessus. Sans doute beaucoup moins que ce qu'on a donné aux amis du président Bush pour qu'ils sécurisent les puits de pétrole en Irak.
Je suis sûre que nous avons plus de moyens qu'il n'en faudrait pour vaincre la pauvreté aujourd'hui, si nous le voulions vraiment. Nous ne le voulons pas? Moi, je le veux. Mais je ne suis pas au pouvoir. Il y a quelqu'un au pouvoir qui ne le veut pas. La ville de New York a tout de même lancé un plan de réhabilitation des logements du Bronx, avec notamment la mise à disposition d'habitations à loyer modéré. Des immeubles de 3 étages avec des appartements subventionnés destinés aux familles dont les revenus sont inférieurs à 30 000 $ par an. L'initiative a contribué à revaloriser le quartier. Une nouvelle classe moyenne s'y implante. Il nous faut plus de projets de logement comme celui-ci. Il y a ici énormément de familles qui s'entassent dans des appartements et qui se battent pour survivre. Parfois, les 2 parents travaillent, mais les revenus ne suffisent pas pour se payer une maison. On a beau faire, on n'y arrive pas. Elles sont jolies, ces maisons, mais on ne peut pas se les payer. Bien sûr qu'on aimerait bien, tout le monde a envie d'avoir sa propre maison, surtout avec une famille. C'est pour ça qu'elles ont été construites. Mais nous ne pouvons les admirer que de loin, c'est tout. Dimanche matin, Johan est chez le médecin, elle souffre d'hypertension. Ça doit venir du stress. Johan souffre par ailleurs de troubles cardiaques, de crises d'épilepsie et de variations d'humeur maniaco-dépressives. Le plus jeune de ses fils est handicapé mental, le cadet souffre d'asthme. Faute de disposer d'une couverture sociale, elle ne peut se payer ni consultation ni médicaments. Ce médecin est bénévole, il consulte gratuitement dans la clinique des moines franciscains. Pourquoi les gens ne prennent pas de couverture sociale? Le problème, c'est qu'une couverture sociale pour toute la famille, pour elle et pour 3 enfants scolarisés, lui coûterait chaque mois entre 700 et 800 $. Comment une personne qui gagne si peu pourrait-elle se payer une assurance, même de base, sans rien d'exceptionnel, et payer en plus de cela le loyer, la nourriture et le reste? On ne peut pas leur demander de se payer une couverture sociale. Ils n'en ont pas les moyens. Aux États-Unis, l'assurance maladie obligatoire n'existe pas. Comme en Europe, les coûts des soins médicaux ont littéralement explosé et beaucoup de gens choisissent d'ignorer leur maladie et leur douleur jusqu'à ce qu'elles deviennent insupportables. Une situation qui augmente le stress des plus démunis et qui aggrave les maladies. Toutes les pathologies que nous rencontrons ici deviennent chroniques dès lors qu'on les ignore. Elles s'aggravent et nuisent à la santé du corps. Imaginez qu'en plus de ça, vous deviez vous préoccuper de savoir comment vous allez payer votre loyer ou comment vous allez donner à votre enfant les 10 $ dont il a besoin pour sa sortie scolaire. Vous décevez votre enfant et vous le placez dans une situation embarrassante. Cela vous mine et ça se répète tous les jours. C'est comme ça que ces gens vivent. Quand vous allez au supermarché, vous avez dépensé tout l'argent que vous aviez avant d'avoir pu acheter toute la nourriture qu'il vous faut. La gêne, le stress, c'est terrible de vivre comme ça. Et c'est ce qui arrive aux pauvres tous les jours. Juanita Russell est âgée de 76 ans. Elle devrait être à la retraite depuis longtemps. Mais quand son mari a eu un accident, elle a constaté qu'elle était insuffisamment couverte par sa caisse d'assurance privée. Mon mari est tombé du toit. Il était monté pour vérifier des réparations qu'un couvreur avait faites. Il est tombé, il est resté 52 jours dans le coma. J'ai très vite compris que je ne pourrais pas payer l'intégralité de l'hospitalisation parce que l'assurance ne couvrait pas tout. Rien que l'hélicoptère pour le transporter jusqu'à Little Rock coûtait 3 000 $. Et puis il y a ce poste qui s'est libéré. J'ai postulé, mais en me disant qu'à mon âge on ne me prendrait plus. Mais je l'ai eu et j'aime bien mon travail. Juanita Russell travaille dans un musée de l'Arkansas, l'État le plus pauvre des États-Unis. En 2002, il comptait 18,8% de pauvres. Dans les campagnes, la pauvreté est plus terrible et plus difficile à supporter que dans les grandes villes.
La petite ville d'Helena se trouve dans le comté de Phillips, la région la plus pauvre de l'Arkansas dans le delta du Mississippi. Ici, plus d'un tiers de la population vit sous le seuil de pauvreté. Helena est une petite ville en train de mourir. Chaque jour, des gens s'en vont. Ils quittent leur maison et vont vivre ailleurs. Il n'y a pas de travail par ici, pas d'industrie, à part les usines chimiques. Les jeunes sont obligés de partir. Après l'école ou le lycée, ils n'ont aucune raison de revenir au pays. Dans les rues, beaucoup de maisons tombent en ruine. C'est triste. En 1948, quand je suis arrivée ici, Helena était une ville prospère, avec beaucoup d'industries, de scieries. Aujourd'hui, tout le monde vit de l'assistance sociale. Dans le delta, la pauvreté est la plus forte. La région était traditionnellement agricole. La plupart des gens vivaient de ça. Ensuite, il y a eu l'industrialisation. Et maintenant, on est passé à la technologie de pointe et aux prestations de services. Nous avons peu d'emplois susceptibles de générer suffisamment de revenus pour sortir de la misère. Dans les années 60, les États-Unis partent en guerre contre la pauvreté dans leur propre pays. C'est à cette période que la sociologue Juanita Sandford a commencé à étudier les populations pauvres d'Arkansas. Ces analyses ont donné lieu à un livre, La pauvreté au pays des possibilités illimitées. Les chiffres de base n'ont pas beaucoup évolué. En Arkansas, 24% des enfants vivent dans la misère. La pauvreté la plus terrible est celle qui touche les personnes âgées et les jeunes. L'un des problèmes actuels de l'Arkansas est également la nouvelle classe des working poor, des travailleurs pauvres. Ils ont un travail, mais leurs revenus ne suffisent pas pour un niveau de vie correct. Ils vivent avec ce qu'on appelle le minimum vital. Dans toutes les rues d'Helena, des maisons bien entretenues en côtoient d'autres, en ruine. Bon nombre de ces taudis sont toujours habités. Le pire aspect de la pauvreté est sans conteste le désespoir. Après des années d'exclusion, la résignation s'installe. Certains en viennent à penser qu'ils sont responsables de leurs conditions de miséreux et qu'il n'y a pas d'échappatoire, même pas pour les enfants. Les Américains vivent dans un pays où traditionnellement la réussite sociale se forge par la volonté. Parler de sa propre pauvreté crée une gêne considérable. Oui, j'ai 13 enfants. J'aime la vie. J'ai vécu ici toute ma vie. Je suis née et j'ai grandi ici, à Helena, dans l'Arkansas. La maison appartient à mon compagnon. Il est inapte au travail. Vous cherchez du travail ? Pas vraiment. Je perçois un chèque de l'aide sociale. Mais ce n'est pas suffisant pour l'entretien de la maison. Non, ça ne suffit pas. Mais on s'en sort. Ce jardin d'enfants religieux accueille une vingtaine de bambins. Leurs parents travaillent ou suivent des stages de qualification pour obtenir un emploi. Mais seules 4 familles peuvent payer les frais de scolarisation. Les autres sont prises en charge par l'Église ou par la ville. La formation est la clé qui permet de briser la chaîne de la pauvreté. Je crois que les enfants qui souffrent d'un manque d'attention de la part des parents arrivent à l'école avec des facultés amoindries. Ils ont un manque au niveau de l'expérience, du vécu. C'est très douloureux. Ces enfants ont ici l'occasion de se préparer à un avenir meilleur. Mais de l'autre côté du grillage, la pauvreté est là. Près de l'église et du jardin d'enfants se trouve une maison abandonnée.
Le voisinage de Juanita Russell compte également quelques ruines. Elles sont habitées par des dealers et des alcooliques pour un loyer de quelques dollars. C'est ici que vivent les cambrioleurs qui ont cassé tous les carreaux de l'appartement de Juanita et les gens qui errent la nuit dans les rues en braillant ou en échangeant des coups de feu. J'ai un fusil et un pistolet. J'ai un téléphone dans chaque pièce, sauf dans ces deux-là. Je n'ai pas peur. Ma mère disait, ils peuvent te tuer, mais pas te manger. Un optimisme grinçant que Earl partagerait sans doute. Il est charpentier, ses enfants sont majeurs, et avec ses 15 000 $ annuels, il vit à la limite du seuil de pauvreté. Pourtant, avec l'aide de sa famille et de ses amis, il a réussi à acheter cette maison. Il y a un siècle, elle aurait fait le bonheur d'une famille aisée,